Bon, et ben c'est ton grand retour. Le Qu'est-ce que ça grand te fait retour. Je suis émue. après 2 semaines sans vidéo? Ouais, j'étais occupée par d'autres choses et puis je suis partie Tu un veux petit faire une peu. promo In the Mood for Japan. ouais, Ouais, de ton livre? je Vas-y. sors un livre qui s'appelle In the Mood for Japan le 8 avril, qui est un guide très personnel d'un voyage au Japon qui fait 176 pages. Il faut aller sur mon compte In the Mood for, édition In the Mood for, un livre avec beaucoup de photos. On mettra un petit lien en description de la vidéo, Ouais. comme ça vous direz. Et là aujourd'hui je suis super contente parce qu'en fait pour de vrai on est lundi 23 mars 23 mars. et Paris est resté une ville de gauche. Et oui, Et on est voilà, officiellement, On on a est échappé, rassuré. Oui, parce qu'en plus, Rachida Dati, qui se présentait en face de Sophia Chikirou et d'Emmanuel Grégoire, a été ministre de la Culture. Ah oui. Et bon, elle n'est pas restée longtemps, elle n'a pas eu le temps de faire grand-chose, parce que c'était surtout un poste pour la mettre en valeur pour la mairie de Paris. Mais si elle avait appliqué tout son programme, ça aurait été quand même assez grave et assez dramatique pour la culture, pour le cinéma et pour tous les autres arts. Donc voilà, on est rassurés, on espère que ça va tenir le plus longtemps et que la culture va tenir non seulement à Paris, mais à Paris on a de la chance par rapport au reste de la France, mais surtout dans le pays entier, quoi. Voilà, parce que c'est extrêmement important pour tout le Et on monde. soutient les gens honnêtes en général dans la vie. Et on soutient plutôt les Au-delà. gens honnêtes également. Plutôt de gauche, on aime mieux, mais honnête. Ouais. Bref, on est content. Enfin bon, voilà, on est de retour, de bonne humeur, une sortie de livre, Rachida Dati qui n'est pas à la mairie, et Ni Sarah Knafo. ni Sarah Knafo, et des films, pas mal de films pour ma part que j'ai vus. On va vous faire une petite présentation des films que nous avons vus, aimés ou pas aimés. Bah déjà, tu fais un bonjour, c'est Oui, c'est vrai, pardon. Vas-y. Donc, salut à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 23 octobre. Non, bah non. Non, on est lundi 25 23. mars. Ah oui, Mercredi mars, 25 oui, mars. c'est vrai, mars. Voilà. 25 mars 2026. Et c'est le 10e épisode de Tout sur ma mère. Aujourd'hui sort L'île de la Demoiselle de Misha Wald, qui est un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé très intéressant. Sort également Un jour avec mon père d'Akinola Davies, qui est un film que j'ai également trouvé très intéressant et qui a remporté le BAFTA du meilleur film et la Caméra d'Or à Cannes. Et enfin, j'ai vu Les Filles du Ciel, qui est un film belge et qui m'a plu, mais sur lequel j'ai quand même plus de choses à redire. Quant à toi, maman, tu as vu Love on Trial de Koji Fukada, qui est un film japonais que j'ai beaucoup aimé. Voilà. On vous en parle plus en longueur dans cette vidéo YouTube du coup. Alors, L'île de la Demoiselle, c'est donc un film de Misha Wald avec Salomé Devels, Louis Pérez et Candice Boucher. Donc c'est un film qui se déroule au XVIe siècle et lors d'une traversée en bateau pour rejoindre, il me semble, le Canada. Et il y a un homme qui viole une autre femme. Et cette femme-là était promise à quelqu'un d'autre sur le continent. L'équipage s'en rend compte et il décide donc d'abandonner cette femme qu'on juge du coup coupable de trahison envers son fiancé, etc. D'abandonner cette femme sur une île qui s'appelle l'île du Diable. Donc elle est abandonnée sur l'île, accompagnée de sa servante, qui est donc interprétée par Candice Boucher. Et au dernier moment, en fait, l'homme qui l'a violée, son agresseur, qui l'avait demandé en mariage et elle l'avait refusé, décide de rester pour la protéger, donc de rester avec elle sur l'île. Et tout le film va donc se passer sur l'île et ça va être comment eux vont réussir à survivre dans des conditions qui sont quand même très hostiles, hein. C'est l'Atlantique Nord, dans une île complètement déserte, sans tellement d'arbres d'ailleurs, c'est vraiment une espèce de grande prairie. Donc comment ils vont survivre et comment ils vont réussir à s'échapper de l'île. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la cohabitation entre une femme agressée et son agresseur. Donc déjà, c'est un dispositif que je trouve intéressant parce que le fait qu'une femme reste bloquée sur l'île avec l'homme qui l'a violée, je trouve que c'est une situation qui est transposable en fait avec beaucoup de situations de nos jours où des femmes restent bloquées des fois à l'école, dans la même classe, au lycée, dans la même classe que leurs agresseurs, dans la même cellule familiale que leurs agresseurs pour des cas d'inceste, etc. Ou de viol conjugal. Ou de viol conjugal. Et donc je trouve en fait c'est intéressant de prendre cette situation-là parce que on voit qu'elle est vraiment transposable avec aujourd'hui. Donc comment je trouve qu'ils arrivent vachement bien, ils arrivent vachement bien à faire communiquer une histoire qui se passe au XVIe siècle avec cette histoire d'île, etc., qui est une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie en tout cas, par ailleurs.
et avec ce qui se passe de nos jours en fait et avec la situation des femmes victimes de nos jours. Donc ça c'est la première chose que j'ai trouvé intéressante, c'est vraiment le concept de base du film, je trouve qu'il est très réussi. Et ensuite très vite on voit qu'elle se rend compte ce qui s'est passé, elle se rend compte qu'elle a été agressée, qu'elle a été violée et elle n'hésite pas à le dire et donc à rembarrer sans cesse son agresseur. Donc vraiment à lui mettre des stops et elle ne lui parle plus, elle essaye de l'éviter au maximum. Et au milieu de ça, on a la Et lui, il est servante. amoureux d'elle, quand même. Ouais, lui, il est amoureux d'elle, il veut l'épouser, hein, et Ouais, il l'a ouais. violée après une demande en mariage qu'elle a refusé. Donc voilà, et lui surtout, il prend à cœur son rôle d'homme, protecteur, etc., qu'elle ne lui demande pas du tout, et plus que ça, qu'elle essaye de fuir en fait. Et en fait, je trouve ça intéressant qu'elle, dès le départ, se rende compte de ça et cherche à le fuir, parce que lui, en fait, ça va le rendre fou, en fait. Il va pas comprendre et il va vriller. Et sur la folie de ce personnage-là, de ce personnage masculin, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on sait pas en fait s'il était déjà fou, si c'est juste un pervers narcissique, ce qu'on appellerait un pervers narcissique aujourd'hui, ou si c'est l'isolement qui l'a rendu fou, ou si en fait c'est justement le refus de cette femme à toutes ses avances qui l'humilie et qui du coup le rendent fou. Et en fait c'est sans doute un petit peu des trois. C'est sans doute quelqu'un qui a été rendu fou par le patriarcat. Et en fait cette folie-là ressort 3 fois plus dans cette situation-là, en fait, dans les conditions dans lesquelles ils sont. Oui, c'est un mec qui considère que la femme est sa chose et qu'il supporte pas la frustration. Voilà, exactement. Et qu'elle puisse avoir une... Exactement. Donc en fait, c'est le patriarcat qui met en place les conditions qui vont le rendre, qui vont lui le faire vriller parce que ça va faire en sorte que lui ne va pas comprendre pourquoi justement elle n'est pas à sa disposition. Et les conditions sont rendues d'autant plus dures qu'en fait on se rend compte à un moment donné dans le film qu'elle est enceinte. Et alors là, ça va donner lieu à des passages qui sont très très durs quand même. C'est un film qui est voilà, qui se regarde assez facilement et tout, mais il y a quand même quelques scènes qui sont assez dures. Donc on va spoiler, enfin je vais spoiler en tout cas là, mais des scènes où elle essaye de tuer son bébé dans son ventre en fait, donc vraiment de se taper le ventre à coups de pierre, etc. Des trucs qui sont hyper durs à regarder. Et ça fait partie des choses qui sont très très bien faites. Donc elle en fait ne veut pas de ce mec-là. Bah, aussi parce qu'elle anticipe ce qui va arriver, qui est qu'une fois que l'enfant naît, parce qu'au bout de plusieurs mois personne ne vient les secourir, une fois que l'enfant naît, et ben lui veut garder l'enfant et en fait veut s'accaparer l'enfant. Alors qu'elle dit tu ne seras jamais le père de cet enfant-là. Et donc il y a ce truc-là qui se met en place. Il y a un enjeu autour du bébé. Et donc lui il veut le pouvoir. En fait il veut s'accaparer, veut s'accaparer cette femme. En fait il la veut entièrement. Il veut s'accaparer l'enfant pour pouvoir. Il se sert de l'enfant pour comme font les hommes, les pervers narcissiques. Voilà pour que la femme reste et la soumettre. Pour la soumettre, exactement. Et il y a tout un truc où lui trouve une pierre qui ressemble un petit peu à du diamant, etc. Donc en fait, il devient complètement obsédé par l'or. Et ça, je trouve que c'est fort aussi parce que ça renforce son caractère dangereux, son caractère d'homme obsédé, de obsessionnel, pervers du coup. Les pervers narcissiques, ils sont souvent très très radins, très Bah obsédés ouais. par l'argent. Là, il met vachement ça en base. En fait, tout ce qu'on dit des pervers narcissiques aujourd'hui, etc., ils le mettent déjà là. Je trouve, comme pour montrer que c'est quelque chose d'intemporel en fait et qui a toujours existé. Donc il y a ce truc-là. Voilà, donc oui, l'égocentrisme à outrance, l'accaparement de la femme, de l'enfant, de l'or et tout. Et la dernière chose enfin que je trouve très bien faite quand même, c'est la mise en scène de la violence météorologique. Parce que aux violences physiques et psychologiques qu'inflige l'homme à la femme dans le film, il y a les violences météorologiques. La première nuit, c'est pas sous une pluie absolument battante. Et en fait, eux n'ont rien, si ce n'est la malle de vêtements leur malle de vêtements à eux, quoi. Et en fait, toute cette violence météorologique au cours du film, je trouve qu'elle est très bien faite parce que tu la ressens vraiment. Et donc, il y a quand même ce caractère film survivaliste qui rentre mine de rien un petit peu dans le film. Et j'ai trouvé ça très bien fait, donc une très très bonne mise en scène. Et en tout, c'est des gens qui sont restés bloqués 3 ans sur l'île. Et je vous dis pas la fin parce que j'ai pas besoin de la dire et que voilà, autant que vous en profitiez. Et la carrière de ce réalisateur m'a intéressé, hein, Misha Wald, parce que en fait c'est quelqu'un qui a fait 3 films dans sa vie, un film en 2007, un film en 2009 et un film en 2026. Donc ce qui fait que là il n'avait pas fait de film depuis 17 ans. Et j'ai vu que l'écriture de l'île de la Demoiselle avait duré 8 ans. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup de respect pour les gens qui restent aussi longtemps à écrire des scénarios. J'imagine pas le parcours qu'ils ont dû faire. Sachant que c'est son deuxième film d'époque, après Le Voleur de chevaux, qui était un film qui se passait dans l'Est de l'Europe. Et donc je trouve ça aussi intéressant comment en fait il fait des films d'époque, et il fait des films historiques, mais d'une manière différente, pas en mode Trois Mousquetaires ou en mode Comte de Monte Cristo, quoi. Comment il raconte des épisodes de l'histoire très précis qu'on connaît pas et qui nous éclaircissent sur
sur l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, Love on Trial, moi je parle, Ouais. qui est un film japonais d'un cinéaste que je ne connaissais pas, dont je n'ai pas vu de film. Et alors celui-là m'a énormément plu, je l'ai vu déjà il y a un moment, mais il m'est bien resté dans la tête, ce qui est quand même toujours bon signe, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui devient une idole. Donc alors, ça explore déjà ce phénomène que je connaissais assez peu, de groupes de musique de jeunes filles qui sont complètement fabriquées, complètement artificielles, où on réunit des très jeunes filles pour former des groupes, on les fait chanter, on leur fait des chorégraphies. En fait, elles maîtrisent rien du tout du truc, elles ne se connaissent pas au départ. Et en fait, on régit totalement leur vie et elles sont adulées notamment par des hommes. Et on organise aussi, elles font des tournées et des sortes de journées où elles viennent signer des autographes et où elles ont des hommes mûrs complètement fous amoureux d'elles. Et donc, il y a une clause dans leur contrat qui les oblige à ne pas avoir de relation amoureuse. Et donc, l'héroïne de ce film, qui est une jeune fille qui, depuis toute petite, rêve d'être une idole et qui y parvient, tombe amoureuse d'un garçon et va décider de vivre son histoire. Donc, elle va être filmée, etc., là, avec son amoureux et attaquée par l'équipe de production pour avoir mis un coup ne pas avoir respecté le contrat. Et donc ce film, il est hyper intéressant parce que ça va vraiment être un film sur l'émancipation d'une jeune fille. En fait, dans un premier temps, il y a une autre jeune fille du groupe qui a un copain et qui va y renoncer. Et elle, au départ, elle est assez passive là-dessus. Et le jour où elle est amoureuse, en fait, à un moment, elle va dire stop, elle va décider de vivre son histoire d'amour. Et cette jeune fille à qui on a toujours dit de se taire et de s'affranchir de ça et de s'affirmer en tant qu'individu et de mener un combat contre, au-delà de ce qui lui arrive à elle, en fait, de porter le combat et, en disant que c'est anticonstitutionnel, en fait. Et donc, c'est très beau. Ce qu'il y a de très beau aussi dans le film, c'est pas un hasard, le garçon dont elle tombe amoureuse est mime. Et donc, lui, il vit de son art dans la rue. Et j'ai lu un petit peu ce que raconte le réalisateur. Il a voulu aussi mettre en opposition ce monde complètement artificiel et commercial des idoles, à côté de ce jeune homme, en fait, qui vit de la générosité du public et des gens qu'il va toucher dans la rue en faisant son mime. Peut-être qu'elle aime chez lui aussi, non? Oui, aussi. Après, c'est un ancien copain de lycée qu'elle retrouve. Ah, ok. Donc, ça donne lieu à des scènes très belles, ces scènes de mime, qui sont très, très poétiques. Et lui, c'est aussi un hommage qu'il a voulu rendre à Chaplin, à Fellini. Donc, il y a ce côté très beau. J'ai lu, il y a une citation du réalisateur. Il dit « Peu de gens ont souligné le fait que cette idée de la fille vierge, sorte d'objet sexuel fétichiste, était un fantasme masculin et que les attentes à ce sujet ne sont pas les mêmes pour les pop stars masculines. Cette perception de la virginité des idoles révèle la portée du pouvoir masculin et la violence sous-jacente de ce contrôle dans la société japonaise. » Et ça, c'est vraiment un aspect hyper intéressant parce qu'on ne demande pas aux jeunes, effectivement, idoles masculins d'être vierges. Au contraire, avoir des relations, je pense que c'est valorisé. C'est comme souvent dans la société, comme un garçon, il peut avoir plusieurs petites copines, enchaîner les copines et c'est quelque chose de valorisé, alors qu'une jeune fille, ça va être une femme, c'est pas perçu de la même manière. En ce moment, moi, je suis très Japon et c'est vrai que là, pareil, la manière dont ils filment le Japon, les appartements, les rues japonaises de Tokyo et tout, c'est très, très chouette et très beau. Mais c'est vraiment un film, une réflexion sur la société patriarcale japonaise et un portrait de femme que j'ai trouvé vraiment beau. Et d'un combat, après là je spoil, attention, son petit copain qui est vraiment avec elle dans le combat, à un moment, il va y avoir une opportunité d'une négociation, parce que c'est très très violent, ça les attaque, ils ne peuvent plus vivre leur vie normale. Et donc lui, il va accepter un arrangement financier. Et elle, en fait, contre la vie de tous et au risque de tout perdre, elle va décider d'aller plus loin et de continuer le combat pour faire changer la loi, avec un courage assez fou. Voilà. Ok. Donc c'est Ça donne vraiment envie en tout cas. très 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 bien. Pour info, Koji Fukada, il avait fait Love Life il y a peut-être 3-4 ans. Je viens de voir, c'est un film que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé. Ok, alors moi je vais enchaîner avec Un jour avec mon père de Akinola Davis. Bon, ça c'est un film qui a eu la Caméra d'Or à Cannes, qui est quand même un gros prix. La Caméra d'Or, ça récompense la meilleure réalisation. Et le BAFTA du meilleur premier film, puisque c'est un film anglo-nigérian. Voilà, c'est une coproduction. C'est un film qui se passe sur une journée. Alors, c'est un film vraiment typique Caméra d'Or, j'ai envie de dire, parce que c'est un film qui se passe sur une journée. Moi, j'aime beaucoup ce genre de film. Ça va très vite.
Donc en gros, c'est l'histoire de deux jeunes garçons, deux jeunes frères qui vivent dans la campagne nigériane. Et on comprend qu'en fait, ils ne voient pas beaucoup la campagne nigériane. On sait qu'ils voient pas beaucoup leur père, qu'ils vivent beaucoup seuls tous les deux. Ils ont quel âge? Ils ont peut-être 8-9 ans. Ah, des enfants. Et ouais, vraiment des enfants. Et au début, on les voit parler entre eux. On sent vraiment, dans la première scène, on sent déjà en une séquence, une scène de jeu, on sent vraiment, où ils jouent avec des figurines de catch, je crois, une vraie connexion entre les deux. Et on voit deux frères fusionnels. Et quand leur père rentre, alors eux, ils vont aller dans la chambre. En fait, je trouve que c'est une première. Je prends un peu de temps sur la première scène parce que je trouve qu'elle est très forte. C'est vraiment une leçon de comment mettre en place des personnages et des relations entre personnages au cinéma. Et eux, en fait, tout doucement vont s'approcher de la chambre de leur père dans le couloir. Donc on sent qu'ils sont intimidés par leur père, qu'ils ne le voient pas souvent, que c'est un père qui peut être un petit peu dur, etc. Et quand il l'appelle et qu'il commence à leur parler, on voit que lui, il a un ton dur avec eux. Mais en fait, au final, il se laisse un peu attendrir et il l'accepte parce que eux leur demandent, tout doucement, toujours très timide, de les emmener avec lui à Lagos, dans la capitale. Et donc lui accepte et il y va. Et en fait, on commence ce voyage avec eux et tout le film, ce sera leur journée dans Lagos. Et en fait, petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a de l'agitation. En fait, le film, il est à hauteur d'enfant. On ne sait pas ce qui se passe. Et on est volontairement laissé en dehors du contexte politique. Il n'y a pas de texte au début qui nous raconte ce qui se passe. Et en fait, ça aurait eu aucun sens parce que justement, le principe, c'est que sans le contexte, moi, je ne l'avais pas. Ça se passe en 1993. Apparemment, c'était pendant une crise démocratique dans le pays à ce moment-là. Et c'est le jour du résultat des élections. C'est le jour de vote et des résultats des élections. Et on sent qu'il y a des tensions. Donc à gauche, dans une radio, on entend un truc. À droite, il y a un ami du père ou une connaissance du père qui dit ouais, t'as voté aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, nanani. Devant, on entend putain, il y a eu un massacre, il y a eu des gens qui ont été tués, la police a tiré à balles réelles dans une foule à tel endroit, etc. Et en fait, on sent petit à petit qu'il y a une tension qui monte. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir le contexte parce qu'en fait, on est comme les enfants. On sait qu'il y a un truc qui va pas. On a un peu moins d'innocence qu'eux, c'est-à-dire qu'eux ne comprennent vraiment pas. Et nous, on commence à comprendre petit à petit. Et en fait, il y a une tension qui monte et c'est hyper bien réussi. Parce qu'il y a vraiment une brillance de mise en scène dans la manière dont, dans les interactions avec le père, on arrive à se caler du côté du père parce qu'on comprend ces interactions-là que les enfants, eux, ne saisissent pas. Et du coup, on en apprend au fur et à mesure. Donc, on est aussi un petit peu dans la tête du père qui se rend compte que en fait, le climat est vraiment tendu et plus tendu que ce qu'il pensait. Mais on est aussi un peu à la place des enfants parce que déjà la caméra est basse, elle est beaucoup sur les enfants. Et au début, dans la première moitié du film, on est dans l'inconnu. Donc on est vraiment aux deux niveaux et de manière très très fine et très très bien faite. Donc vraiment une leçon d'écriture et de mise en scène, je trouve. Donc voilà, et pour le coup, c'est pas du tout un film que j'ai envie de spoiler parce qu'il y a vraiment un climax à un moment donné qui arrive à la toute fin du film et qui est hyper bien réussi. Mais en fait, le film est réussi dès la première séquence, donc j'ai même pas besoin de parler de la fin pour essayer de vous donner envie d'y aller parce que c'est vraiment un film génial. Et je pense qu'on en entendra beaucoup parler. Il a déjà été très récompensé. Je pense qu'il aura des excellents critiques presse, des excellents critiques publiques. Et je pense pas que vous allez louper ce film en réalité. Je te le conseille très fortement, toi. Bah oui, Tu oui, vas, je tu sais. vas adorer. Et donc, le film suivant, c'est Les Filles du Ciel. C'est donc un film réalisé par Bérangère McNeese, qui est une Belge américaine, avec, donc je vais dire toutes les actrices parce que bah, c'est un film sur un groupe de 4 filles, que Cheryl Nataf, Héloïse Vol, Yawa Angelis Tsikawa et Mona Bérard. Et donc, c'est l'histoire justement de ces 4 filles-là qui vivent dans un appartement ensemble. En fait, c'est un peu un foyer qu'elles ont constitué entre elles. Et en fait, elles n'ont pas de thunes, elles n'ont pas de famille, elles ont nulle part où aller. Et donc, elles se sont mises à habiter ensemble. Mais nous, on n'a pas tant que ça la backstory justement de ce groupe-là. Parce qu'on arrive dans ce groupe-là avec Héloïse au début du film, qui est seule, qui galère et qui se voit proposer par Mallory, il me semble, qui est interprétée par Cheryl Nataf, justement de les rejoindre dans leur foyer. Donc au début, t'en as qui sont hyper accueillantes, d'autres un petit peu plus en frais, etc. Mais au final, elles se lient d'amitié et tout. Et elles vont vivre des aventures ensemble. Et petit à petit, on va en apprendre plus sur l'une, plus sur l'autre. Et on va voir les différentes directions qu'elles vont vouloir prendre. Donc c'est vraiment une histoire de solidarité, féminine, de sororité, qui est plutôt belle, qui est plutôt réussie. Enfin, le vrai point fort du film, c'est quand même justement les comédiennes. Cheryl Nataf en première ligne, qui est vraiment au-dessus du lot, je trouve. Elles trimballent toutes quelque chose à leur manière. En fait, on les aime toutes, on s'attache à toutes. Maintenant, je trouve qu'il y a un petit manque de crédibilité. C'est-à-dire qu'on aime ces personnages, on aime ces filles et tout, et on leur souhaite le meilleur, donc on est plutôt attendri par le film et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même un manque de crédibilité, on a un peu de mal à y croire, parce que les personnages sont peut-être un peu trop caricaturaux
dans leur manière, on sent qu'elle avait envie de faire de cette fille-là la fille qui fait ceci, de cette fille-là la fille qui a des doutes et qui veut se barrer en fait, la fille la plus radicale qui veut absolument rester, etc. et qui a des ambitions et tout. Et je trouve qu'on a un petit peu de... On a légèrement du mal à y croire. Donc ça pose problème parce que ça t'empêche d'être complètement imprégné dans le film et de complètement te laisser embarquer. Après, il y a quand même une jolie écriture de dialogue. Il y a des scènes il y a des scènes de dialogue qui sont vraiment belles. Mais justement, en fait, tu sens qu'elles auraient pu être émouvantes s'il y avait eu quelque chose peut-être d'un peu plus, peut-être justement d'un peu moins écrit dans le scénario, d'un peu moins calculé, en fait. Et je trouve que du coup, là, il y a une sensation de déjà-vu et tout. Après, je crois, je vais vérifier ça tout de suite, mais je crois que c'est son premier film. Elle a fait 2 séries et 2 courts-métrages. Donc c'est son premier long-métrage, donc ça m'étonne pas parce qu'il y a un truc où on sent que la liberté est pas totale, qu'il fallait quand même un scénario auquel les gens puissent s'identifier et dont ils aient l'habitude. Toi, tu pars toujours du principe que quand c'est un premier film, il faut faire des concessions plus. Ah bah parce qu'il faut, parce que c'est le cas. Ah ouais. Tu demandes n'importe qui. D'accord. N'importe qui, c'est le cas. Ah oui, de source sûre, ça, je le sais. Un premier film, les gens qui mettent l'argent n'ont pas de raison de te faire confiance plus qu'à... Enfin, voilà, ils aiment ton scénario, ils aiment ton idée. Et par contre, maintenant, voilà, eux, ils doivent avoir la main sur des choses. Et toi, tu n'as pas encore fait preuve que tu vas rapporter de l'argent et que tu peux avoir une confiance aveugle en toi. Donc, il y a des concessions qui doivent être faites. Je sais pas si c'est des concessions qui doivent être faites ou pas, mais là, pour moi, c'est un scénario qui respecte trop des codes pour que... Ça vient peut-être d'elle. Ça vient peut-être d'elle, je sais pas. Ouais. Ça se trouve, elle est ultra formatée et tout. Ouais, elle a eu peur. Mais bon, en tout cas, que ça vienne d'elle ou que ça vienne de la production, je pense qu'après plusieurs films et après peut-être plus de maturité dans la réalisation et tout, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut faire des super films parce que là, elle crée vraiment des personnages attachants. Elle crée vraiment une histoire originale. Malheureusement, voilà, dans l'écriture, on va dire que c'est un petit peu trop scolaire. C'est le seul truc que je reproche parce que ça m'a frustré en fait de pas être vraiment atteint par l'émotion, de pas être vraiment touché parce que j'avais envie de l'être et voilà. Et c'est un film qui est aussi très joli esthétiquement. Donc chapeau à la chef opératrice ou au chef opérateur. Donc c'est un film que je peux vous recommander sans problème parce que c'est un film qui est assez beau. Je trouve qu'il manque juste un tout petit peu de puissance. De puissance, ouais, voilà, exactement. Ça manque de puissance. Mais voilà, allez-y, vous allez quand même... voilà, c'est quand même un film de qualité. Et dernière chose, le rapport j'avais noté, rapport au personnage masculin réussi. Il y a une boîte de nuit en fait où elles vont régulièrement et donc c'est vraiment l'endroit où ils sont confrontés à des hommes et à des hommes qui peuvent être mal intentionnés, des hommes très formatés par le patriarcat, etc. Des prédateurs. Et des prédateurs potentiels en tout cas à chaque fois. Et je trouve que là je trouve que c'est réussi et que c'est bien écrit. Mais c'est toujours, ils interviennent toujours de manière assez scolaire et là où on les attend. Mais voilà. D'accord. Voilà pour aujourd'hui. Donc, Love and Trial, Un jour avec mon père, Les filles du ciel et L'île de la demoiselle. Et on revient la semaine prochaine, je crois, avec plus de films qu'on aura vus en commun, il me semble. Tu veux qu'on me dise quoi pour se donner envie? Allez, on peut dire quoi pour se donner envie? Alors, moi je reprends. Ce sera exclusivité pour YouTube. Compostelle, on n'a pas vu. Super Mario. Ah, projection, tu veux y aller ou pas? Bah, on en a ou pas? Ouais, je te les ai envoyés hier. Ah, ok. Alors, je vais y aller. Je sais pas si je pourrais. Attends, on va pas non plus s'avancer. The Drama. T'as eu ou pas? Non. On n'a pas eu, malheureusement. Ah, ça, on va le voir. Plus fort que moi, I Swear, on l'aura vu. On y va demain à 10h. Ouais. Enfin, demain, donc mardi. Silent Friend, non. Dolly. Dolly, oui. moi je l'ai vu. Et moi je vais le voir. Et j'ai hâte de. J'aurais aimé le voir. En fait, j'aurais aimé. Si j'avais su que tu aurais voulu le voir, j'aurais aimé le voir avec toi. Parce que c'est un peu hardcore. Et Bah, reviens. Et j'ai hâte de dire ce que tu vas en penser. Yellow Letters, vu. Yellow Corners. Yellow Corners. Non, pardon. Super. Hein. Ouais, bien. Ouais, on en discutera. Ouais. Derrière les palmiers, non, pas vu. Le goût des autres. Le goût des autres. Ah, mais c'est un vieux film. Après, c'est bon, après, il n'y a plus rien. Non. Non, mais quand même. Hein. Bah, franchement, on en aura vu. On aura vu Dolly et Yellow Letters et I Swear ensemble, qui, je pense, vont tous être des films très intéressants. Grosse semaine la semaine prochaine. Ouais. Et d'ici là, passez une bonne semaine et allez voir les films. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé.